Chapitre 31. L'apothéose du baron. Il lui exposa son projet le lendemain. La presqu'île de Taïrapou était le coin le plus sauvage de Tahiti, un chaos montagneux qui menait contre une végétation particulièrement dense et agressive, une lutte dont seuls sortaient vainqueurs ses sommets les plus élevés. La côte servait de refuge aux hommes nature, dont certains vivaient dans des grottes depuis la Première Guerre mondiale. C'est le seul endroit, ici, qui mérite vraiment le nom de paradis terrestre, dit Bizien. J'ai l'intention de l'ouvrir aux visiteurs. On nous a promis une route, mais en attendant, je ferai le transport en pirogue. À mon avis, c'est l'endroit idéal pour faire une reconstitution d'Adam et Ève dans le jardin de l'Éden. Vous savez les ennuis que j'ai eus avec Sarrazin et Savaïné, après leur avoir confié ce rôle, sur la colline de Puah. Si vous voulez le job, il est à vous. J'ai déjà commencé l'installation. Vous ne tiendrez pas plus de quelques semaines là-bas, mais cela vous permettra de vous faire oublier un peu. Con accepta sans hésiter. Il avait exploré la presqu'île à plusieurs reprises et avait fait connaissance avec quelques-uns de ces sauvages blancs. Les hommes nature étaient devenus à Tahiti une véritable institution, et le plus grand souci de l'administration était de la maintenir en place. Bizien lui-même avait pris en charge les grottes et trouvé de nouveaux occupants qu'il payait 50 francs par semaine. Il y avait là une attraction touristique connue dans le monde entier et que le Disney World de Floride a envié depuis longtemps. Des visiteurs entreprenants et des membres du club méditerranéen n'hésitaient pas à faire plus de 2 heures de pirogue pour rendre visite à ceux qui étaient comme un lien vivant avec l'âge de pierre. Tous les auteurs de guides de Tahiti n'oubliaient jamais de mentionner les hommes nature avec une pointe d'émotion. « Dans notre siècle de progrès sans retour », écrivit Jean-Marie Lourcin dans son ouvrage publié aux éditions du Seuil. Il est réconfortant de constater que la région de Paris restera probablement longtemps encore le paradis calme et secret des Adams bananivores, blonds adorateurs du dieu Pan. L'idée du dieu Pan, à Tahiti, avait immédiatement séduit Bizien. Il avait chargé un ethnologue de voir s'il n'était pas possible d'établir un lien entre le culte de Bacchus et de Vénus dans la Grèce antique et les rites dionysiaques polynésiens. Il suffirait de prouver que les navigateurs de l'époque d'Homère avaient déjà découvert Tahiti et y avaient laissé leurs traces, un peu comme Thor Heyerdahl, le capitaine du Kon-Tiki, l'avait fait lorsqu'il avait réussi à démontrer l'existence d'un lien entre la civilisation des Incas du Pérou et les dieux polynésiens. Les hommes nature constituaient donc un capital précieux, et Bizien veillait jalousement sur eux, les remplaçant lorsqu'ils commençaient à se détériorer, comme cet ancien mécanicien de chez Renault, qui n'avait pu s'empêcher de fabriquer son propre groupe électrogène et vivait entre son réfrigérateur et sa cuisine électrique, ce que Bizien considérait comme une profanation. Même les recrues les plus sérieuses lui causaient parfois des ennuis. C'est ainsi que l'un d'eux, Arne Björkman, jeune géant suédois aux traits de viking, qui vivait nu dans une grotte depuis 5 ans et dont la barbe était si longue qu'elle lui servait de cache-sexe, était devenu capricieux et exigeant. Lorsqu'on lui avait refusé l'autorisation de pêcher à la dynamite, il avait reçu le jour suivant les touristes en costume de flanelle, cravate et souliers de daim, assis sur une chaise longue à côté d'un transistor, un verre de scotch à la main et lisant un livre de Scott Fitzgerald. Depuis, sans lui accorder l'autorisation d'utiliser la dynamite, les autorités fermaient les yeux sur le massacre de poissons auquel il se livrait. Il était même question de lui donner la médaille du mérite touristique. À la suite de l'affaire de Grapps, une marque de limonade pour laquelle il avait posé et qui avait figuré dans tous les magazines américains, Bizien l'avait menacé d'expulsion pour vandalisme et le Suédois s'était quelque peu assagi. La vue de cet Adam surgissant tout nu de sa grotte et brandissant sa massue faisait la meilleure impression aux visiteurs de sexe féminin. Cohn accepta donc la proposition de l'affaire Adam et Ève au paradis terrestre avec Maeva dans le cadre du circuit de l'île. Bizien travaillait d'arrache-pied, malgré l'absence de crédit, à la préparation d'un festival son et lumière, une sorte de digeste culturel, une reconstitution miniaturisée des hauts lieux de l'humanité depuis l'étape biblique, le Parthénon, l'ère chrétienne et ce qui avait suivi avant que l'Amérique s'emparât de l'idée et procéda à une reconstitution avec des moyens plus grands. Qu'on était d'autant plus pressé de partir que le salut aimable et empressé du gouverneur l'avait inquiété bien plus que les coups sur la tête. Le moment était de nouveau venu de prendre le large, s'il ne voulait pas se retrouver en première page de tous les journaux. Et un séjour dans la presqu'île allait lui permettre d'organiser un départ vers quelque atoll inhabité des Tuamotu, dans les meilleures conditions,
à l'abri de toute surveillance. Avant de rejoindre la presqu'île, ils s'arrêtèrent à Fareua, où May et Eva avaient tenu à faire un pèlerinage pour déposer un poulet et quelques boîtes de conserves américaines au pied du grand tiki blanc et le toucher de son front à la manière des anciens pour qu'il leur portait chance. Ils trouvèrent le village transformé en chantier. Bizien faisait bâtir là un ashram copié sur celui de Pondichéry, lequel recevait 70 000 visiteurs par an, dont 6 000 environ restaient là 9 mois pour méditer et se rapprocher de la vérité. Pahava, qui les accueillit à bras ouverts, leur fit voir les plans de l'ashram, établi bénévolement par un des disciples de Le Corbusier. Au début, on allait faire quelque chose de modeste, mais susceptible d'être agrandi par la suite. 200 chambres, 70 francs par jour, tout compris. Hilton était intéressé. Il fallait à tout prix créer un centre d'attraction qui offrirait aux touristes autre chose que les beautés naturelles. Le moment était d'ailleurs venu pour l'Occident d'opposer aux défis soviétiques toutes les ressources de la spiritualité, et notamment celle de la méditation transcendantale. On allait importer quelques gourous de l'Inde, qui se tiendraient assis en permanence à l'entrée de l'ashram. Essayer d'implanter le culte de la vache sacrée, autour de la tente rituelle, Cohn trouva en effet quelques-uns de ces bovins que photographiait un groupe belgeo-hollandais. À l'intérieur de la tente, il y avait encore une vache, plus quelques Hollandais, auxquels Puccioni expliquait à voix basse comment les premiers navigateurs venus de l'Inde avaient découvert Tahiti et y avaient laissé les traces de leurs croyances que l'on s'efforçait à présent de dégager et d'aider à refleurir. Le grand tiki occidental, aussi impeccable qu'au premier jour de la foi humaniste, était assis sur son autel, entouré de bousses de vache. Parmi les fleurs qui lui arrivaient à mi-cou, ce qui donnait à sa tête, toujours couronnée de son éternel chapeau melon gris, un aspect décapité, assez impressionnant. Le chapeau s'ornait à présent d'une guirlande de tiarets à la place du ruban. Cohn crut apercevoir une légère lueur amusée et complice dans les yeux du baron, lorsque celui-ci le vit entrer. Mais il n'en était pas sûr. Les petits yeux bleus avaient aussitôt repris leur fixité et leur absence d'expression pleine de mystère, comme toutes les vraies absences. La tête tremblait parfois légèrement sur ses assises, et les joues se gonflaient par moments, comme si ce picaro fraternel faisait des efforts désespérés pour ne pas éclater de rire. Un groupe de vainés était disposé autour de l'autel dans des attitudes pittoresques, ainsi que quelques vieilles femmes édentées, qui marmonnaient des prières et embrassaient parfois les pieds du tiki vivant, dont on apercevait, au-dessus et au-dessous des fleurs, que la tête et les souliers aux guêtres grises. Il y avait déjà 6 mois que le tiki vivant faisait son numéro de mystère et d'abstention, avec une persévérance qui donnait bien la mesure de son ambition. Il y avait de la bouse de vache partout. Il est devenu un peu difficile, dit Pahava. Il refuse de rester sur son hôtel plus de 4 heures par jour. Le reste du temps, il se repose dans son faré ou disparaît dans la nature. L'autre jour, il s'est tapé ma vainée. Heureusement que c'était la mienne. Elle n'a rien dit. Autrement, c'était le scandale. Très mauvais pour la foi. Et les missionnaires l'auraient raconté partout, vous pensez. Mais Bizien a eu une idée. Venez voir. Il les entraîna dans son atelier. Posé contre le mur, il y avait là une belle statue du baron. Sa réplique fidèle, avec son costume prince de Galles, son chapeau, ses gants, ses guêtres et sa canne, sculptée dans le bois et peinte. Cela ressemblait à ces figures de proue dont s'ornaient jadis les navires de haute mer. Cohn se sentait tout ému. Dans 5, 6 siècles, personne ne pouvait dire à quelle foi grandiose allait un jour donner naissance le mythe de l'homme. L'Occident a encore de quoi durer des siècles, si vous voulez mon avis, dit Pahava. Je vous assure, monsieur Cohn, ce Bizien, c'est un authentique génie. Il paraît qu'il a déjà créé 10 vieilles civilisations en Afrique. Et vous savez que dans toute sa carrière, il n'a pas fait un jour de prison. Il faut reconnaître qu'il y a dans l'homme une puissance de création qui lui permettra peut-être, un jour, de se créer lui-même, de se réaliser, après s'être inventé complètement pendant des siècles. Accéder à l'authenticité en partant d'une imposture, avouez que ce serait assez beau.
Con avait envie de crever. Mais Eva fit un grand bouquet de fleurs qu'elle était allée cueillir elle-même et le déposa aux pieds de l'homme. Avec le poulet engelé, des camels, une bouteille de whisky et 6 boîtes de conserve Libby's.